Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panel de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui, fonds congolais, principal devise étrangère? La parité franc congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente de la manière suivante. $1 américain vaut 2548,8048 francs congolais. 1 euro équivaut à 2992,6970 francs congolais. Un franc CFA égale à 4,5623 francs congolais. Et un rand sud-africain vaut 147,9334 francs congolais. Au marché parallèle, $1 américain varie entre 2500 et 2600 francs congolais. 1 euro vaut 2982 francs congolais. Un franc CFA égale à 4,4 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? La tonne du cuivre a enregistré une hausse. Elle coûte $10 300 américains contre $9 900 américains la semaine passée. Le coût de la tonne du cobalt a enregistré encore une hausse. Il est à $37 787,23 américains contre $34 823,02 américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de $3 865,59 américains contre $3 723,80 américains la semaine dernière. Le baril du pétrole revient à $61,96 américains contre $64,83 américains la semaine passée. Une tonne de cacao a connu une baisse. Elle est vendue à partir de $6 749 américains contre $6 992 américains il y a une semaine. Merci Béro Matanda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. L'exploitation des ressources minières dans plusieurs provinces du pays se fait de manière artisanale. Parfois, le contrôle est difficile. Comment encadrer ce secteur pour lui permettre de participer au développement économique de la République démocratique du Congo? Jeudi Économie reçoit pour vous le directeur général du SAIMAP, service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Monsieur Jean-Paul Kapongo, bonjour. Bonjour, cher Eric Ambago. Alors, la première question, c'est quoi l'exploitation artisanale des minerais? Voilà, et puis d'abord, je vous remercie pour cette occasion que vous nous offrez, à notre qualité de responsable de ce service pour essayer de communiquer, d'échanger et de parler pédagogiquement, scientifiquement, techniquement, la méthodologie de ce que nous sommes en train de faire depuis notre nomination par le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine, qui nous a fait l'honneur de nous nommer pour gérer ce service stratégique. Vous avez posé votre question. C'est quoi l'exploitation minière artisanale? Écoutez, tout a commencé en 2003 avec la création d'un service appelé SAISCAM. Et il y avait des artisanaux appelés autrefois les créseurs qui fonctionnaient d'une manière en solo, qui creusaient, qui n'avaient pas un encadrement. Alors, à l'avènement du président des faits, Mosé Laurent Désiré Kabila a vu énorme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de rassurer un peu ces gens qui travaillent, qui ne sont pas très bien encadrés, pour assurer leurs femmes, leurs enfants. Et un service a vu le jour appelé SAISCAM, qui a vu sa mutation en 2017 avec l'avènement du Premier ministre, aujourd'hui sénateur Sami Badjibanga, qu'on appelle aujourd'hui SAIMAP, que le service d'exploitation d'encadrement. S'il vous plaît. SAIMAP, c'est le service qui encadre tous les artisanaux. Qui a succédé à SESCAM. Voilà, exactement. Mais pourquoi a-t-on dissous le SESCAM? Oui, parce qu'il y avait des termes en anglais.
nous sommes un pays francophone. La Banque mondiale, il y a eu beaucoup de séminaires, beaucoup de réformes. Et comme notre pays, le code minier a été conçu en français, il fallait quand même élaguer certainement, parce que là, quand on parlait de ces scams, c'était small scam, donc il y avait des termes en anglais qui ne pouvaient pas permettre que les Congolais, qui sont d'abord des géniteurs même de ces services, puissent comprendre. Il fallait ramener ça, donc changer le mot en français. Alors, expliquez-nous, c'est quoi le CMAP, quelle est sa mission, quelles sont ses attributions? Et voilà, il y a l'article 14 du règlement minier qui crée ce service dans un conseil de ministres. Un décret a été créé d'un service appelé le service d'assistance d'encadrement d'exploitation minière artisanale et à petite échelle que nous appelons aujourd'hui le SAEMAP. C'est le service qui encadre l'ensemble de toutes les coopératives minières. Donc la loi minière, le code minier et le règlement minier n'a pas autorisé que les Congolais continuent à travailler en solo. Il fallait les regrouper au travers des coopératives minières. Et ce sont des coopératives minières-là que nous sommes en train d'encadrer aujourd'hui. Alors quel est son champ d'action, le CMAP opère dans quel coin? Et voilà, nous sommes sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Nous intervenons sur tout ce qui concerne l'artisanat minier et la petite mine. Donc, nous sommes là pour encadrer les coopératives qui sont installées dans les zones d'exploitation artisanale. Ça dépend d'une province à l'autre selon les demandes des Congolais. Si vous êtes au Kasaï, vous sollicitez votre agrément d'une coopérative minière au travers une ISEA qui a été créée et le SAEMAP vient vous installer dans cette ISEA-là selon le règlement et les codes miniers tels que cela est prévu dans les codes. La CA, c'est-à-dire zone d'exploitation artisanale. Alors, justement, parlons de ces zones. Est-ce que ces zones sont cartographiées? Est-ce que ces zones sont connues d'avance ou c'est l'État qui crée ces zones d'exploitation? Voilà. Donc, la plus grande difficulté de l'artisanat minier aujourd'hui, c'est tout simplement parce que, en fait, il y a 4 sociétés portefeuilles de l'État. Je vais essayer encore de répéter ça. À l'époque, il y a la GECAMINE qui prend tout l'espace du Grand Katanga. Vous êtes à Olomami, Tanganyika, Lualaba, au Katanga. On avait créé cette société appelée la GECAMINE qui avait le monopole de tout ce qui concernait les mines de tous ces côtés-là. Vous êtes, par exemple, à Kisangani, Isiro, Otwele, vous avez la Sokimo. Quand vous êtes du côté du Grand Kasaï, Chikapa, Lomami, Kasaï central, Mbujimai, vous avez la Miba. Vous êtes au sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, vous avez la Sakima. Alors, les 4 sociétés n'ont pas pu donner la possibilité à ce qu'on puisse avoir des zones d'exploitation artisanale viables. Parce que c'était des sociétés portefeuille de l'État. Il fallait maintenant faire des études. C'est la raison par laquelle un service a été créé au niveau du ministère des Mines appelé le service géologique national pour faire ces études. Parce que nous devons nous-mêmes faire la contre-vérification pour avoir nos propres... Il n'y a pas de mine sans la géologie. Et aujourd'hui, on a ce service. Nous espérons bien qu'avec l'implication du président de la République, le FOMIN, qui est aussi un des services phares, pourra mettre des moyens pour qu'on fasse nos propres recherches géologiques qui va permettre que les DG du SAEMAP que je puisse solliciter auprès du ministre des Mines les vrais EA viables pour la création et la remontée de la classe moyenne. Donc pour le moment, vous naviguez à vue. Bon, nous avons quand même, je peux essayer de vous donner quand même la cartographie depuis mon avènement. C'est vrai que l'artisanat minier, quand nous sommes arrivés aux affaires, on a trouvé du désordre. Là, je le dis toujours. Donc, cadastre minier, qui est aussi un des services spécialisés du ministère des Mines, qui s'occupe des droits miniers, des autorisations des carrières permanentes, des permis d'exploitation des rejets, était déjà réglementé par les codes miniers. Alors, l'artisanat minier, les gens venaient aujourd'hui, comme on dit en lingala, Bukalelo, Lambalou. Donc voilà, donc c'est ça. Cette difficulté, ça nous a permis de mettre un peu de support. Nous avons mis des experts de notre service, les géologues, nous avons mis les ingénieurs civils,
Et ils nous ont donné aujourd'hui aussi l'ensemble de la République démocratique du Congo une cartographie nationale que je peux vous donner, les nombres de sites miniers, les nombres sites miniers par aurifère et par filiale. Parce que nous, la République démocratique du Congo, sur le plan artisanal, depuis notre avènement, nous avons beaucoup développé et nous sommes le seul pays qui a beaucoup avancé sur les sites et sur comment on appelle, les filiales. Nous, on a déjà travaillé sur l'aurifère, cobaltifère, diamantifère, et puis 3T. Et nous sommes en train de chercher à dupliquer ça pour d'autres filiales. Mais si vous voulez, je vais vous donner de l'ensemble de la République brièvement, les statistiques. Brièvement. Nous avons 1123 sites miniers sur l'ensemble de la République qui concerne... ça, c'est la cartographie que je vous donne. Donc, nous avons au moins 1111 sites miniers pour les 3T. Donc, 1123, c'est par rapport aux filiales aurifères. 1111, c'est par rapport aux 3T. Et nous avons 60 sites miniers qui constituent les diamants. Nous avons 148 sites miniers pour les cuivres et les cobaltes. Et nous avons 2442 sites miniers, donc sur le total de l'ensemble de la République démocratique du Congo. Dans ces sites, il y a l'exploitation artisanale. Oui, c'est là où toutes les coopératives sont en train d'opérer sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train d'assainir notre secteur d'artisanat minier et aujourd'hui, on ne peut plus encore parler et comme à des contrebandes ou des minerais réticents parce que tout est pris en charge à partir du puits d'extraction jusqu'au niveau de l'entité de traitement et bien entendu du comptoir. Ces sites sont localisés dans quelle province principalement? Nous en avons sur l'ensemble de toute la République démocratique du Congo, province par province, parce que comme je l'ai dit, si vous êtes en Maniema, vous avez de l'or, vous avez les 3T, et Maniema, Sud Kivu, aujourd'hui une province en guerre. Avec les Nord Kivu, on était suffisamment avancé. Avec l'avènement des splitifs, nous sommes un peu bloqués parce que ça devient des provinces rouges. Alors, lorsque vous êtes au niveau de Isiro, vous êtes au niveau de Kisangani, par trois Tchopo là-bas, c'est toujours, nous sommes en train de travailler sur base de la filiale aurifère. Donc, du côté du Kasaï central, Kasaï Chikapa, Kasaï oriental et puis l'Omani, nous travaillons sur les diamants. Donc, c'est vrai qu'on a des difficultés parce que partout là, c'est l'AMIBA. Il faut négocier avec les comités de gestion de l'AMIBA pour appliquer l'article 30 et du code minier qui souffre à son application au travers de toutes les sociétés minières. Que dispose cet article? Il est demandé que les concessionnaires puissent renoncer parce que cet article nous impose la superposition. Donc, une coopérative minière peut être installée dans une concession, dans un titre minier, mais à condition que le propriétaire puisse y renoncer. Mais c'est difficile. C'est le bon vouloir de la société pour installer une... Et ils ne le font pas. Souvent, ils ne le font pas. Personne... Comment vous faites pour faire appliquer la loi? C'est ça la grande difficulté. Il faut des décisions politiques. Il faut que cela soit légiféré au niveau du Parlement pour obtenir certaines décisions politique. Alors, vous avez parlé de plusieurs provinces, mais que dire de l'ouest de la RDC? Le Grand Équateur, le Congo central, le Grand Bandundu, il n'y a pas de zone d'exploitation là-bas? Et voilà, donc au niveau des Bandundu, on est en train de travailler sur Kouilo et Bandundu même, parce que vous savez, le problème de statistiques, ça nous a posé beaucoup de points par le fait que ce sont des Congolais qui vont solliciter les coopératives minières. Vous êtes à Bandundu. L'exploitation minière artisanale est faite pour les Congolais. Imaginez-vous que tous les jeunes qui vivent du côté de Bandundu n'ont jamais sollicité auprès de la division des mines, ni auprès du ministère d'une coopérative minière. Ce n'est pas le problème du DG. Au moins à l'Équateur, depuis mon avènement, nous avons pu créer au moins 7 zones d'exploitation artisanale. Donc là, c'est de l'or, c'est des diamants, et on est en train de travailler pour installer les coopératives là-bas. Alors, dans ces zones d'exploitation, qui sont autorisés à travailler? Parce que on apprend qu'il y a des étrangers qui exploitent dans ces zones minières.
On apprend comme moi aussi, j'apprends comme vous, mais néanmoins, le directeur général du SAIMAP gère les Congolais au travers des coopératives minières. L'artisanat minier est réservé exclusivement pour les Congolais, pas pour les étrangers. Je suis mal placé de répondre à la question liée aux étrangers par le fait que, vous savez, c'est comme je le disais à Lubumbashi lors du forum, la conférence sur la chambre de mines. Vous avez des expatriés qui viennent, je ne suis pas là pour citer, que ce soit les Chinois, les Indiens, les Pakistanais qui arrivent. Notre pays a toujours été un pays hospitalier. Mais la question liée au visa, la question liée au séjour, ça c'est le ministère de l'Intérieur qui va prendre la responsabilité au travers de la DGM. Vous avez des expatriés qui arrivent à l'aéroport au pied de l'avion. On vient, on récupère leur passeport par des Congolais. Et il y a certaines autorités qui sont en train vraiment d'encourager ces pratiques rétrogrades que moi j'appelle les pratiques passées. Donc il fallait quand même qu'on respecte chaque service. Et le ministère des Mines, nous avons aujourd'hui quand même la chance d'avoir un ministre qui vient dans les industriels, qui a passé beaucoup de son temps au travers de grandes sociétés minières. Je pense qu'avec son avènement, le ministère des Mines sera titularisé. Ça fait le temps que le ministère n'a pas été titularisé. Donc, toutes nos attributions basculaient vers d'autres ministères que je ne peux pas citer ici, c'est connu. Parce qu'il y a l'implication des hommes en armes, l'implication des gouverneurs, l'implication de certaines autorités, honorables députés, sénateurs, et qui sont là, qui protègent certains individus mal intentionnés qui arrivent pour piller, alors que l'article 5 du Code minier interdit, commençant par le premier citoyen, le président de la République, jusqu'au dernier Congolais, de toucher aux minerais sans qualité. On donne la procédure pour toucher aux minerais dans ces... Mais Monsieur Kapongo, nous avions effectué, des investigations dans le Haut-Uélé et dans la province de l'Ituri. Et on a découvert qu'il y a des Chinois qui exploitent des minerais de manière artisanale ou même parfois de manière semi-industrielle. Le CMAP n'est pas au courant de ça. Il n'est pas informé. Non, mais il y a l'entrave aux activités. C'est ce que je suis en train de déplorer. Vous avez bien parlé des Chinois. Qui gèrent les Chinois dans ce pays? Est-ce que M. Rico, aujourd'hui, vous pouvez quitter Congo, arriver en Chine, à Shanghai, au Pékin, là-bas, vous vous retrouvez du coup demain dans un site minier en train d'exploiter d'une manière semi-industrielle. Je ne sais pas, on va classer ça dans quel article, ni du code minier, du règlement minier. Ces gens-là arrivent avec la bénédiction de certaines autorités qui trompent les Congolais. Et ça, je n'accepte pas aussi longtemps que je suis le directeur général. Vous savez, le problème que j'ai rencontré dans ce service, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens me disent que je suis dur. Non, je ne suis pas dur. Je ne suis pas venu pour les antivaleurs. Je viens de l'administration de mines et nous avons aujourd'hui l'IGEM, l'inspection générale de mines, que l'État doit mettre des moyens pour exercer son pouvoir comme on parlait autrefois. Vous avez vu quand on a basculé l'IGF qui était sous tutelle de la primature et quand le président a pris ça à la présidence, tout le monde a parlé de Alinguetti. Il faut qu'on parle aussi des nouveaux inspecteurs généraux des mines. Je pense que vous ne les connaissez même pas. Mais si je parle, vous ne les connaissez pas. C'est parce qu'il n'y a pas un budget de la presse pour lui. Donc il va falloir qu'on... C'est ça la police. Un budget. C'est ça la sentinelle pour le ministère des Mines. Parce que tous ces Chinois qui arrivent, personne ne refuse que les Chinois viennent chez nous. Mais ils doivent respecter notre pays, non? Nous avons les codes miniers, comme je vous ai dit. Nous avons le règlement minier. Ce sont les deux livres phares, comme la Bible, qui aide le pasteur à prêcher la parole. Ces deux livres permettent à qui qu'il soit d'entrer dans le secteur minier. Mais vous allez voir des gens qui arrivent, qui exploitent illicitement, et ils sont soutenus par des généraux, des gouverneurs, dans un pays où nous prenons l'état des droits. C'est inacceptable. Et quand les agents de SAIMAP accèdent pour exercer leur pouvoir, leurs fonctions,
ils sont empêchés par des militaires. Un agent qui n'a pas une arme, qu'est-ce qu'il va faire devant des militaires? Qu'est-ce qu'il va faire devant les policiers bien armés? Qu'est-ce qu'il va faire devant les Chinois qui prennent le téléphone, du coup il appelle un général tel, il appelle un gouverneur tel, il appelle un tel. C'est ça, les Congolais doivent être d'abord respectueux des tests. Ils doivent comprendre que ces pratiques rétrogrades doivent être laissées de côté pour que notre pays puisse avancer. Mais comment est-ce que vous êtes au courant de ça? Mais que faites-vous et qu'avez-vous déjà fait pour stopper cette mauvaise pratique? Ça, c'est la deuxième fois que j'ai fait l'émission avec Top Congo. Je l'ai dénoncé au Top Congo. J'ai dénoncé ça au niveau de Boussole na politique. C'est à chacun de nous de prendre sa responsabilité. Donc nous venons, il n'y a même pas longtemps, ça fait 3 semaines, qu'on a été convoqués tous au niveau de CNS, une réunion à haut niveau. Nous avons été convoqués, les DG du SAIMAP, les DG du cadastre minier, les DG de CSC, et les 25 présidents des coopératives minières, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, l'AG de l'honneur, les chefs d'état-major. Et cette réunion a été conduite par le Conseil spécial en matière de sécurité du président de la République. Alors, tout a été dit, il y a un cahier de charges qui a été signé. Il faut que chacun respecte. Si vous êtes, je ne vois pas un agent de SAIMAP qui va porter les tenues demain pour aller prendre les attributions des militaires. Je ne vois pas un inspecteur des mines ou un agent des mines qui va porter les tenues de la police là-bas pour commencer à les faire du n'importe quoi. Nous nous respectons et chaque service doit se respecter. Donc, les codes, la constitution de la République démocratique du Congo a déterminé les attributions de chaque ministère. Pourquoi tout le monde devait venir au ministère des mines? Pourquoi? Que les finances fassent son travail. Donc il y a un problème de collaboration entre les services. Exactement. Il y a le piétement, il y a l'empiètement, il y a le non-respect des attributions de chaque ministère. Les ministères des mines, je vais vous le dire, je n'ai pas honte de vous le dire, je suis congolais, je sais ce que je parle. C'est comme si nous vivions un ministère qui n'a pas été titularisé. Toutes nos attributions étaient piquées le matin comme le soir. Vous êtes là, les inspecteurs ne font rien. Les gens qui viennent même pour contrôler, vous avez dans une société minière qui doit recevoir au moins par semaine ou bien par mois plus de 40, plus de 30, plus de 20 missions, tous les services confondus. Même mon Dieu, nous sommes dans quel pays? Il faut que les gens respectent la République. Alors, Monsieur Kapongo, expliquez-nous un peu comment fonctionne le SAIMAP. Vous faites quoi de bout en bout? Expliquez-nous le fonctionnement du SAIMAP. Écoutez, nous sommes un service d'encadrement d'exploitation minière artisanale. Ça commence comment? C'est ça la mission. Voilà. Voilà la procédure. Vous êtes au Katanga, vous êtes au Kassai, vous êtes à Tikapa, partout. La loi vous oblige 24 de lecteurs, femmes âgées ou hommes âgés, en dehors des femmes enceintes ou les enfants mineurs. Vous payez $5 000 à la DGRAD qui est liée à la division des mines de ressort de la province par laquelle vous sollicitez votre agrément de la coopérative. La preuve de paiement est accompagnée avec un statut. Et la coopérative, ce n'est pas une affaire d'un individu, c'est une affaire d'un regroupement des Congolais qui sont regroupés. Les dossiers montent à Kinshasa, en face de la maison communale de la Gombe. On appelle ça la direction de mines. Les directeurs des mines, avec ses agents, ils traitent ces dossiers-là. Ils envoient les dossiers au cabinet du ministre des Mines pour 27 jours de son traitement. Lorsque le dossier, le ministre voit que non, le directeur des Mines a mis son avis favorable sur ce dossier, à ce moment-là, le ministre doit signer l'agrément de la coopérative. Comme les actes, les arrêtés de ministre sont notifiés par le secrétaire général de mines, le secrétaire général de mines me transmet maintenant au niveau du SAIMAP l'agrément original pour faire appliquer l'article 4 qui est mis par le ministre des Mines. C'est par là que le propriétaire de la coopérative passe pour signer les contrats de collaboration après avoir été notifié par ma signature. Là, j'instruis mes services en province pour l'installation de cette coopérative dans une ZEA déterminée. Vous ne pouvez pas être agréé à Kananga, vous vous retrouvez au Katanga. Vous ne pouvez pas être agréé au Katanga, vous vous retrouvez. Donc chaque province, au moins une ZEA à 2 carrés miniers. Donc le 2 carrés vaut par à peu près 2 kilomètres. Donc c'est une zone bien déterminée que vous devez exercer. Voilà.
C'est ça la procédure. Alors, la coopérative peut regrouper combien de personnes? 20 personnes. 20 personnes. Congolais de père de mère, détenteurs de cartes d'électeur ou de passeports congolais. Alors, dans les sites miniers, il y a parfois des centaines d'artisanaux qui travaillent. Ils sont, on va dire, ils relèvent de la coopérative. C'est la coopérative qui les embauche. Ça se passe comment? Oui, mais ça, c'est dans le statut, non? C'est dans les faisabilités de la procédure. Mais lorsque dans une zone d'exploitation, on a déjà installé une coopérative, il y a des sites miniers que vous pouvez vous retrouver avec 500 000 Congolais. Et tout ça sont encadrés par les agents de SAMAP au travers de la coopérative. C'est comme ça que je parlais d'identification. Il faut identifier tous ces gens-là. Il faut identifier. Parce Donc que là, aujourd'hui, vous ne connaissez pas le nombre des artisanaux? Par coopérative. Par coopérative, je vous ai parlé des statistiques de 20 personnes. Mais dans les sites miniers, oui, lorsque vous êtes dans le site, il est difficilement de déterminer le nombre. Mais nous pouvons le faire au travers de nos services qui sont là parce qu'on va vous parler que dans tel GEA, il y a autant. Dans tel ZEA, il y a autant. Dans tel ZEA, nous avons cette capacité de connaître, mais il faut totalement identifier tous ces gens-là au travers d'un système. C'est comme ça que nous avons souhaité, nous avons déposé auprès du ministre des Mines une demande où une société Topcom avait sollicité nous accompagner pour l'identification parce que ça va nous permettre aussi, comme j'avais déjà signé les partenariats avec l'Activa Assurance pour assurer les artisanaux qui fonctionnent dans des sites miniers, bien entendu, pour assurer aussi leurs femmes et leurs enfants. Alors ça se passe comment? La formation, l'encadrement? Nous avons la mission de formation. Oui. Il faut aussi former les coopératives minières, les artisanaux au travers des coopératives minières. Il faut les assister techniquement et il faut aussi les assister financièrement. Mais c'est là que ça pose le problème parce que depuis sa création, le SAIMAP souffre de son frère. Donc, sa ressource principale qui est les 16% qui sont reconnus par l'article 198 du Code minier et 402 du règlement minier, qui n'a jamais été payé, alors que il y a d'autres services qui en bénéficient. Mais nous nous posons des questions depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. On nous a simplement dit que cet argent a servi à la construction du bâtiment intelligent, à l'achat comment on appelle, des anciens appareils qu'on appelait Congo Airways à l'époque de Mata Tampoyo. Et voilà que les services souffrent de ces 16% qui est beaucoup de millions qui pouvaient permettre au SAIMAP d'assister financièrement les coopératives et d'organiser les séries de formations pour former les coopératives. Parce qu'après les mines finies, après mine, quelle est la suite de ces gens-là qui travaillent? Il faut les former, il faut les amener à l'agriculture, il faut les amener à la pêche. Donc, il ne doit pas laisser leur vie tout simplement bornée sur l'exploitation artisanale. Alors, lorsque vous dites assister financièrement, ça veut dire quoi? Vous leur octroyez des crédits? C'est quoi? Exactement. Nous avons, à un moment donné, nous étions créés. L'idée de l'État, c'était que les SAIMAP pouvaient être considérés comme une banque. Parce qu'on nous a demandé d'avoir un fonds de crédit minier. Oui, mais on n'a pas ces fonds-là. Et dans le 16%, lorsqu'il est payé au SAIMAP, les SAIMAP devaient prendre, bien entendu, 10% de ces montants-là pour rétrocéder la communauté. La place où les activités artisanales, c'est parce que nous avons aussi la mission de construire les toilettes publiques, nous avons la mission de construire les écoles, nous avons la mission de construire des ponts, nous avons la mission d'assister les artisanaux en danger quand ils se retrouvent devant des situations d'éboulement et tout ça. Et tout, voilà. Mais du fait que cet argent n'a pas été donné au SAIMAP, alors quand quelqu'un reçoit sa coopérative minière, il nous met les dos, il va voir les Chinois, il va voir les Indiens, alors qu'il nous est demandé d'identifier les flux matières financiers. Mais nous sommes en difficulté quand la coopérative est déjà notifiée, elle nous met les dos, elle va voir les Chinois, et la main qui donne, c'est la main qui domine. Voilà la grande difficulté que des fois, vous avez l'habitude de trouver les Chinois, les Indiens, les Libanais dans les sites miniers, parce que je ne vois pas quelqu'un qui peut mettre 1 million, 2 millions, il donne comme ça, qui ne fait pas de suivi, non, c'est un peu compliqué. Alors, une coopérative doit disposer de combien d'argent pour démarrer?
Pour démarrer une coopérative, doit disposer combien? Les mines, moi j'ai toujours, d'abord avant de notifier même une coopérative. Vous savez, les mines, c'est beaucoup d'argent, qu'on ne vous trompe pas. C'est beaucoup d'argent. Même quand on était à la direction des mines, au niveau de l'administration, avant qu'elle soit nommée, lorsqu'on traite un dossier, la première des choses qu'on demandait à une société minière, c'était la capacité financière. Vous pouvez voir, vous savez, aujourd'hui, déterminer les montants. Vous êtes dans les mines. Si je vous signe aujourd'hui un avis technique de la découverture, vous avez besoin de 4 pelles. 2 pelles pour la découverture ou pour le déménagement. Il faut du carburant. Il faut, quand vous faites la découverture, il faut la logistique, il faut l'entretien. Je ne peux pas déterminer. Mais déjà, si vous êtes dans une exploitation artisanale, quand vous êtes déjà au-delà de $1 million, vous pouvez démarrer les activités sans problème. Alors, aujourd'hui, les coopératives sont apparemment, si on va le dire comme ça, peut-être prises en otage ou contrôlées par des étrangers, par des capitaux étrangers. Il faut identifier. Il faut identifier. Mais néanmoins... Vous faites comment pour identifier? Mais j'ai le statistique sur l'ensemble de la République. On est aujourd'hui à 1414 coopératives sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Mais je ne vois pas dans toutes ces coopératives-là un expatrié. Selon les statistiques et l'identification que moi j'ai identifiées depuis mon avènement à la tête. Il y a toujours des prête-noms, vous savez, monsieur le DG. Pardon? Il y a des prête-noms. Il y a des prête-noms, c'est des Congolais. Malheureusement, ils n'apparaissent même pas dans le statut. Malheureusement. Ils n'apparaissent même pas dans le statut. Je ne vois pas un chef de division des mines qui peut accepter de traiter un dossier d'un statut d'une coopérative minière où il y a XY chinois, XY libanais, qui n'est pas congolais, parce que la première des choses qu'on doit voir, c'est les cartes d'électeurs ou les passeports des nationalités congolaises ou de cette nationalité. Vous ne pouvez pas être d'une autre nationalité, même pas un Sénégalais, même pas un Brazzavillois. Non, ça c'est pour les Congolais. Mais l'origine des fonds de ces... Ah oui, c'est ça le problème. C'est comme je viens de le dire. Il faut que l'État nous donne notre 16%, s'il vous plaît. Vous êtes une grande chaîne. C'est aussi une occasion pour moi de demander. Je ne me plains pas, mais je vais demander que l'État soit responsable. Ce service a été créé dans le décret du Premier ministre. Ce service a une autonomie financière. Ce service a une autonomie administrative. Je gère au moins aujourd'hui 1999 Congolais que je paye sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Vous pouvez vous imaginer. Ce service a été créé pour remonter la classe moyenne. On me donne parfois la dotation, l'argent à d'autres services qui n'arrivent pas. Vous savez, les DG du SAIMAP, ça semble être simple, hein, mais à chaque province, il y a des réalités. Tous ces gens que nous encadrons dans les sites miniers, c'est une bombe pour les provinces et pour le pays. Si on ne les encadre pas, aujourd'hui, on les laisse comme ça en débat. Ça va créer un tollé que personne ne va maîtriser, parce que nous avons en face de nous parfois des voyous, des bandits, des gens frustrés qui n'ont pas eu le temps de terminer leurs études et qui sont là-bas. La conséquence, je vous donne un exemple à Kinshasa aujourd'hui. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, les Wewa ici, ils étaient où? Il y a de cela plus de 5 ans, 10 ans passés, ils n'étaient pas dans cette ville. La ville était calme, les gens pouvaient sillonner calmement, mais les autres étaient à Mbujimai, les autres étaient à Chikapa, les autres étaient à Kisangani, les autres étaient à l'Équateur. Ils creusaient, ils travaillaient, ils prenaient en charge leurs enfants. Et l'artisanat minier congolais aujourd'hui, moi je le dis, c'est comme une épine. En tout cas, c'est comme un cancer. On ne peut pas soigner ça. Donc, on se réveille avec l'artisanat minier, on dort avec l'artisanat et on mourira avec l'artisanat minier. Et vous vous imaginez que la conséquence, quand le diamant d'Mbujimai, l'amiba s'est imposé, ailleurs là-bas, partout là-bas, oh non, l'État, on veut creuser ici, l'État, on veut creuser là-bas, l'État. Les gens se sont retrouvés aujourd'hui à Kinshasa. La conséquence, c'est quoi? L'exode rural est devenu comme une nourriture de tous les jours. On les taxe maintenant de tous les noms, alors qu'ils étaient des responsables. Ils avaient des femmes, ils prenaient la charge de leurs enfants, ils creusaient, ils pouvaient y vivre. Et puis, l'impact qui est lié à cet artisanat minier, c'est au-delà de 30% des Congolais que nous gérons. Parce que vous allez voir, vous êtes par exemple dans un site à Lubumbashi, je peux prendre Chabara. Autour de ce site-là, il y a des restaurants, il y a des pharmacies, il y a des hôpitaux, il y a les mamans marchères, il y a les vendeurs de cartes. Tout ce monde-là vit directement lié
à l'exploitation minière artisanale. Imaginez-vous que vous fermez le site de Chabara. Quelle est la conséquence? Tout ce monde-là. C'est la pauvreté. Alors, voilà. Alors les 16%, ça représente combien? Il faut calculer depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans les 46 millions de dollars qui nous échappent. On doit vous donner par an ou chaque mois? Oui, ce sont les frais qu'on appelle les droits superficiels qui sont calculés annuellement. Vous voyez, lorsque vous payez au cadastre minier, le cadastre minier vous donne le note de débit. Alors, il y a une clé de répartition qui se fait. Le cadastre minier perçoit 50%. Et les 50% qui restent, le SAIMAP a le 16%. Je pense que ce président... l'article... Je vais vous donner l'article. Mais ça se passe plutôt bien pour le CAMI. Le CAMI, lui, reçoit ce qui lui est dû régulièrement. Ça se passe bien pour le CAMI. C'est ça le problème. Maintenant, nous, on nous a placé. La difficulté, c'est qu'au lieu de nous laisser même avec les CAMI, au lieu de laisser notre 16% là lié aux 50 de CAMI, on nous envoie dans le trésor public. C'est ça le problème. Et maintenant, le trésor donne des raisons. Ils disent quoi? Non, si on paie cet argent au SAIMAP, le trésor n'aura pas d'argent. Alors que c'est un service qui a été créé au Conseil des ministres. Donc, c'est supposé que il faut qu'on pose la question au ministre que j'aime beaucoup, mon ami, le ministre, Excellence, le ministre des Finances et le gouverneur de la banque, qu'on nous dise clairement qui touche cet argent depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Vous ne savez pas qui touche cet argent? Nous ne connaissons pas, donc ça entre par le trésor public, qu'on nous le remette, qu'on nous le donne. Ça va beaucoup aider le pays. Et ça va faire que nous puissions même basculer vers les 145 territoires. On va aider le chef de l'État à lui accompagner dans cette vision qui est noble pour les Congolais. Alors, ce secteur de l'artisanat est beaucoup prisé par les groupes armés qui sévissent à l'est du pays. Est-ce que votre action, votre mission, ce n'est pas aussi d'empêcher l'extension ou la prolifération des groupes armés, notamment à l'est du pays, où on dit souvent que les groupes armés exploitent de manière artisanale ou contrôlent des sites miniers à l'est du pays? Oui, mais c'est ça le plus grand problème. C'est-à-dire que notre avènement a fait changer beaucoup de choses. S'il y a aujourd'hui les fistrations au travers certains individus congolais qui estimaient que pour être président de la République, il faut tuer les Congolais, il faut passer par là. C'est parce que nous avons dénoncé les choses. Lorsque nous avons fait notre émission à Haut-Télé, je l'avais clairement dit que la famille Nanga se considérait comme une famille minière. Donc ça veut dire, pour eux, ils exploitaient d'une manière illégale. Nous avons dénoncé ça. La mine de Rubaya, nous avons dénoncé ça. Ce sont des pratiques qui ont existé avec le régime passé. Les régimes passés ont laissé les choses là comme ça parce que c'était des méthodes par lesquelles on facilitait le pays voisin, là, Rwanda, d'avoir facilement l'accessibilité des minéraux. Alors que le plus grand problème aujourd'hui, même quand le président parle, c'est de connaître l'origine des minéraux. La mission du SAIMAP, c'est de ramener dans les circuits officiels. En fait, nous avons la mission de prendre en charge à partir des puits d'extraction. Nous encadrons là-bas. Et vous allez voir que tout l'Est là, tous les politiciens de l'époque, ils avaient des coopératives mallettes, ils avaient des comptoirs mallettes, et rien n'était pas tracé. La traçabilité est devenue une réalité quand nous sommes venus aux affaires. Et comme nous venions de l'administration, on connaissait déjà la maladie, il faut la traiter. C'est comme ça, quand nous avons dénoncé pour la mine de Rubaya, la conséquence c'est quoi? Nanga a été frustré. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont là. Et la base de tout ça, c'est quoi? C'est le pillage de nos minéraux non tracés. Et ces minéraux, sur le sang des Congolais qui crient. Mais vous pouvez tracer ces minéraux. Nous les traçons aujourd'hui parce que nous l'avons fait avant même que le site Kivu, le Nord Kivu, soit entre les mains des splitifs de Nangala. Vous avez appris que le SAIMAP a encadré dans l'espace de 6 mois au travers les comptoirs primaires à Gordes. La traçabilité qui a été tracée pour l'encadrement de l'or. L'or artisanal n'a jamais été tracé au Congo. Mais c'est depuis mon avènement. Nous avons tracé l'or
en créant un système que nous appelons UTB, Initiative de traçabilité de base. Ce système nous a permis de capter l'or dans l'eau, l'or dans les pierres, et ça nous a amené pour la première fois dans l'histoire du Congo, dans l'espace de 6 mois, on avait atteint 8 tonnes d'or. Ça ne s'est jamais fait. Et cela a été présenté au président de la République au chapiteau à la cité de Loya avec le comptoir Primera Gorge. Et ce comptoir qui avait, qui a été un contrat qui a été fait, un décret du Premier ministre qui avait signé avec les Émirats arabes au travers le Qatar. Vous encadrez l'artisanat, le secteur artisanal, mais les artisanaux ou les coopératives préfèrent aller vendre à l'étranger, au Rwanda, en Ouganda. Comment vous expliquez? Donc c'est un mauvais encadrement finalement. Non. Comment ils vont vendre à l'étranger? Non. Chez les pays voisins. D'abord, la coopérative minière n'a pas droit d'exporter. Ça, c'est une précision de taille. La coopérative minière vend ce qu'on appelle la vente locale. Lorsque les artisanaux exploitent, ils sont sur l'aire minéraire. Lorsque ce minerai est métallurgisé, on a la vraie teneur, on a la vraie valeur, on peut aller vendre ça dans un comptoir, dans une entité de traitement. C'est l'entité de traitement qui va s'en charger pour voir là où il va exporter. Alors, moi, je n'ai jamais vu, depuis mon avènement, une coopérative qui exploite, et je ne peux pas permettre ça. Parce que pour exporter les minéraux en dehors de notre pays, il faut obtenir probablement les documents de CIC. Et les documents d'exportation. Parce que nous nous limitons au niveau de l'entité de traitement et du comptoir. Nous intervenons par la production, au puits, nous venons avec toutes ces chaînes d'approvisionnement jusqu'au niveau du comptoir, nous nous déchargeons là-bas. Mais les traitements qui se font au niveau d'entités de traitement là c'est l'autre service CSC qui s'en occupe avec la DGDA jusqu'à son exportation. Mais puisqu'il est difficile aujourd'hui de connaître plus ou moins l'origine du financement des coopératives, ce financement peut être flou en provenance d'un pays étranger qui finance cette coopérative et au finish, cette coopérative, après les travaux des artisanaux, récupère au niveau partout, comme les frontières sont poreuses, les minerais du Congo vont au Rwanda principalement. Oui, mais c'est ça, non. Mais le Rwanda, depuis tout son temps, le Rwanda n'a aucun minerai chez lui. Le Rwanda n'a aucun. Même quand on donnait les statistiques par rapport au coltan, par rapport à l'or et tout, c'était le minerai pillé, c'était facilité par le régime de Kabila, c'est connu, non? Alors, avec la complicité de certaines autorités de l'espace de l'espace du Grand Est là-bas, c'est connu, même l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodjo, l'avait dit qu'il était dans les mines. Tous ces politiciens que vous voyez sont impliqués dans les mines. Je suis mal placé de commencer à citer leurs noms parce qu'ils vont se fâcher contre moi. J'en ai déjà suivi beaucoup de coups, mais qu'ils quittent quand même les mines, que chacun se respecte, qu'il sache que le mine a des principes pour toucher aux minerais. Donc, ce temps est dévolu. Avec l'avènement de Félix Tshisekedi, le chef de l'État, nous voulons tracer le pays au point, il faut certifier le minerai de la RDC pour faire respecter la RDC. Nous sommes pays solution. Scandale géologique. La tablette que j'ai en face de moi, l'iPad ici, c'est le minerai de la RDC. Mais combien nous tirons comme bénéfice? Donc, ce que nous bénéficions ici, c'est la mort. On tue nos mamans, on tue les enfants, les jeunes sont tués dans la brousse par toujours les Congolais de mauvaise volonté, des corruptibles, qui n'ont même pas l'état d'âme, qui arrivent là-bas et qui pensent que pour avoir l'argent, il faut tuer, il faut faire comme ça. Et puis, c'est par ces systèmes-là qu'ils ont facilité la voie ouverte vers le Rwanda pour faire de Rwanda ce qu'il est aujourd'hui. Et tous ces pays qui nous combattent, qui sont autour de nous, c'est les mines. Alors, nous travaillons... Quel rôle le SAMEP joue, par exemple, pour la traçabilité des minerais 3T, par exemple? Quel rôle vous jouez dans la traçabilité? Vous faites quoi pour... que ces minerais soient tracés, puisque ce sont ces minerais qui sont à l'origine des guerres à l'est du pays. Mais aujourd'hui, vous n'apprenez encore rien. Nous avons bloqué le système. Moi, je suis une personne à battre, même les Nanga l'a dit. Donc, nous avons bloqué le système parce qu'aujourd'hui, si on ne voit pas l'origine des minerais, même les États-Unis, même les consommateurs, tous les pays là,
qui achetaient les minerais, ils ne peuvent plus encore acheter sans l'origine des minerais. Et c'est nous qui certifions l'origine des minerais à partir, sur le plan artisanal. Il faut avoir, comment on appelle, l'étiquette du SAEMAP. S'il n'y a pas l'étiquette du SAEMAP, ce minerai ne peut pas sortir du pays. On ne peut pas contourner non, ça ne passe plus. Nous avons bloqué le système. Depuis notre avènement, tout est bloqué. C'est ce qui a donné la frustration à plusieurs qui rejoignent les rebelles, les soi-disant rebelles là qui sont en train de tuer nos frères. C'est parce que notre avènement, nous avons mis des rigueurs, nous avons mis la discipline, nous avons donné les instructions. Donc, les minéraux doivent être connus par son origine pour être vendus à l'extérieur du pays. Si on ne connaît pas l'origine des minéraux, nous sommes aujourd'hui inscrits avec la CURGL, nous sommes inscrits dans toutes les structures et nous, par les SAEMAP, participent à tous les forums là quand je vous parle. Je suis invité pour aller parler à Genève pour zéro enfant dans les mines, les femmes enceintes et tout ça. Et donc c'est pour montrer que nous avons suffisamment travaillé au travers de la diplomatie agissante du chef de l'État. Donc vous luttez, vous, SAEMAP, contre la fraude minière, tout la contrebande. Et c'est ça notre vision. Mais les ressources minières continuent de sortir non, mais je ne pense pas que pour le moment... au moins dans les zones... qui sont exploitées à Roubaïa partent au Rwanda. Au moins dans les zones par lesquelles il y a le splitif, le rebelle, comme nous n'avons pas vraiment la même mise sur la responsabilité de tout ce qui se fait là-bas, nous pouvons accepter ça parce que ça, c'est les voies par lesquelles ils ont utilisé. Mais partout où l'État règne, partout où il y a l'autorité de l'État, les SAEMAP agissent et les SAEMAP fonctionnent valablement. Vous pouvez faire vos investigations partout. On vous dira que depuis l'avènement du DG Jean-Paul Capon, tout est bien. Tout est bien alors que vous plaignez de vos 16%. Je ne me plains pas, je réclame les droits. Les droits ne sont pas bien payés. C'est les droits reconnus par les codes miniers. Ce n'est pas moi qui avais voté les codes miniers, c'est les députés nationaux. Ce sont les règlements, ça c'est les codes miniers, ça c'est la mesure d'application. Oui, ce n'est pas appliqué, il faut que l'État respecte ce qu'il a fait. Et puis ça a été signé, le DG ne siège pas dans les conseils de ministres. Et le décret du Premier ministre est au-dessus même de l'arrêté du ministre, que ce soit des mines, que ce soit le ministre des Finances. Donc ils doivent respecter ce qui a été dit ici. Mais comment vous allez lutter contre la contrebande si vous n'êtes pas payé, si vous n'avez pas les moyens de votre politique, vous allez lutter comment, efficacement? Pour l'amour de la patrie, nous allons toujours dénoncer et nous travaillons. Et nous sommes là en train de travailler parce qu'il y a quand même les frais en rémunération des services rendus que nous avons essayé d'organiser depuis notre avènement. Nous assistons les sociétés industrielles et à la fin, il y a une clé de répartition qui est faite au niveau de la DGDA. Et nous avons au moins l'arrêté interministériel qui a été signé par le ministre des Mines et le ministre des Finances. Nous nous retrouvons avec 4,5% qui permettent que je paye les agents, qui permettent que je fonctionne, qui permettent que nous puissions assister, tant soit fait, certaines coopératives qui sont aussi en difficulté. Est-ce que les agents sont à l'abri des sollicitations avec ce que vous leur payez? Parce que c'est quand même un domaine très prisé par... la contrebande, par la mafia. Est-ce que les agents sont à l'abri? Bon, les droits de réserve ne permettent pas de donner les salaires des agents, mais ici, depuis mon avènement, je fais la remise et reprise en 2022, c'était le 18 janvier. Je trouvais que dans la caisse, il n'y avait que 32 000 $. Et déjà, dans 6 mois, j'avais atteint déjà 1 500 000 $. Et tous les agents sont bien payés ici, à la direction générale. Bon, c'est vrai, on n'a pas trouvé un compte unique. Il y a des provinces qui se prenaient en charge. Et par exemple, Katanga, Lualaba, Maniema, Otuele. Et il y a des provinces que la direction générale prend en charge. Et tous ces agents sont payés du 20 au 25. Très bien payés. Ils ont acquis des crédits maison au niveau des banques. C'est vérifiable. Vous pouvez poser la question au niveau de Equity Bank, au niveau des BOA, tous mes agents sont payés du 20 au 25. Ça fait 3 ans que je suis le DG. Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut me remettre en cause. Et puis, j'ai signé pour les agents du SAEMAP, pour la santé des agents me préoccupe. Aujourd'hui, j'ai un partenariat avec les cinquantenaires. Ce n'est pas n'importe quel hôpital. L'hôpital des Anges, Mongala. Et tous les agents sont bien soignés et traités là-bas. Je le parle, vous pouvez faire vos investigations. Au niveau de Lualaba, je venais de signer avec l'hôpital de la référence, toujours pour les agents. Et à Lualaba,
je suis le seul service par lequel j'ai doté à la province un groupe électrogène qui a une capacité même d'alimenter une partie de Lualaba. Je trouvais Lualaba n'avait même pas la logistique. J'ai acheté 2 Land Cruiser Pimpa tout neuf. J'ai octroyé à tous les agents du Lualaba, chacun a une parcelle au moins au niveau du Lualaba. C'est connu, c'est pas des choses que je parle. Le véhicule, je l'avais donné à Madame Fifi Masuka comme gouverneur. Et là, je suis dans le processus avec le CFAO pour doter encore parce que j'ai innové, j'ai créé 2 divisions isolées à Lualaba qui n'existaient pas. J'ai créé une division isolée au niveau de Lualaba profond et Lualaba Lubudi. Et à chacun de chefs de division, il sera doté d'une Land Cruiser Pimpa tout neuf pour permettre, parce que vous voyez, nous sommes techniquement... Donc vous n'êtes pas pauvre finalement, malgré on n'est pas pauvre, c'est juste la gestion. Nous sommes administratifs et puis on a amené une discipline par laquelle on se sacrifie pour que les agents soient très bien. Parce que, vous savez, parmi les travailleurs, parmi le principe du travail, c'est lorsque les agents sont bien traités, donc vous n'aurez pas beaucoup de problèmes même d'attraper même comment on appelle, les maladies brisques comme ça, parce que vous les traitez très bien, ils sont conscients, ils savent que non, notre chef, il est comme notre Dieu, pourquoi on va lui faire du mal. Alors, donc il y a beaucoup de choses qu'on a innovées. Je venais de créer encore une division isolée à Luisa, parce que j'avais compris que tout l'or de Luisa ne profitait pas pour le Kasaï central. Et c'est parti comme ça, et puis il n'y avait pas la traçabilité. Dernièrement, je venais de créer une division isolée là-bas, où il y a un chef de division qui fait bien le travail avec le gouverneur. Et d'ailleurs, il va m'accompagner à Genève pour parler de l'or du Kasaï central à travers Luisa et de mine Nicole Chrome de Conquachela, non loin, à 10 km de la ville du Kasaï et du Kananga. Alors, expliquez-nous, est-ce qu'il existe des mécanismes de contrôle pour éviter la corruption et puis les abus sur les sites artisanaux? Il existe un mécanisme de contrôle? Ah oui, nous avons comment on appelle ça, les imprimés de valeur. Tous ces imprimés de valeur sont dotés au service. Si, par exemple, vous avez un camion de minerais qui va sortir par le pont Basquille, il faut que nous puissions, nos agents qui sont au niveau du pont Basquille, vont contrôler pour voir est-ce que réellement ces imprimés de valeur a été bel et bien respecté. Si ce n'est pas ça, on attrape. Dernièrement, j'ai arrêté beaucoup de camions. C'était au-delà de 600 camions. C'est par là que j'ai compris la pression des autorités. Donc, vous pouvez vous imaginer que j'arrête aujourd'hui et je n'ai pas dormi. C'est tout le monde qui Il y a une intervention, des interventions, toujours. J'ai compris que les gens veulent toujours... Alors, on va dire... Quelles mesures sont prises pour améliorer? On voit les creuseurs artisanaux qui ont des soucis. Quelles sont les mesures qui sont prises pour améliorer leurs conditions de travail et surtout aussi la sécurité? On voit des éboulements partout dans certains sites miniers. Quelle stratégie vous avez arrêtée pour ça? En fait, j'avais déposé auprès du ministre actuel, Excellence Louis Watoum, je lui ai posé les actions prioritaires des 100 premiers jours. Il faudrait créer les zones d'exploitation artisanale fiables. Donc, des zones qui permettront que les coopératives soient installées. Il fallait prendre la langue avec les sociétés industrielles minières pour l'applicabilité de l'article 30 et du Code minier. Il fallait aussi, au même moment, arrêter d'abord l'octroi de l'agrément pendant 3 mois pour l'assainissement du secteur de l'artisanat minier. Comme ça, ça va nous permettre d'assainir d'abord le secteur et de travailler sur les 1414 coopératives qu'on a. Ce sont là, et puis il faut normaliser. Nous sommes en phase de formalisation de toutes les activités. Et ce qui est avantage aujourd'hui, c'est quoi? L'artisanat minier congolais est devenu une question prioritaire pour le président de la République. Vous vous rappelez que lors du Conseil du ministre, 47e Conseil du ministre, qui s'est passé précisément à Lualaba, le chef de l'État avait fait de l'artisanat minier congolais sa priorité. Il a demandé à la GECAMIN, il a demandé à RESCOM, il a demandé à EGC de travailler avec
le SAEMAP qui est mon service. Et le ministre des Mines était très attentif et le Premier ministre. Nous avons mis une commission et c'est moi qui est en train de coordonner cette commission-là. Nous avons déjà reçu les amis de la GECAMINE, nous avons reçu les amis d'ARESCOM, nous avons reçu les amis de EGC. On y travaille pour obtenir, parce que EGC est considéré aujourd'hui comme le comptoir par excellence pour la première fois dans l'histoire du Congo. Il faut que EGC soit alimenté par le minerai qui sort de l'exploitation artisanale, qui sont bien encadrés par le SAEMAP. Et pour obtenir ces minéraux, il faut parler avec la GECAMINE. La GECAMINE qui a engendré EGC comme sa filiale doit mettre quelques sites miniers fiables qui vont permettre que moi, en ma qualité de DG du SAEMAP, je sollicite la création des EA. Ce sont là les dossiers qui est à l'actualité, qui est sur la table du ministre des Mines, où le chef de l'État attend que nous passons vitesse à la croisière pour mettre quelques EA fiables qui permettront de stabiliser la communauté locale. Comment alors le SAEMAP accompagne-t-il les exploitants sur la protection de l'environnement, on en parle beaucoup, et la réhabilitation des sites miniers artisanaux? Et vous savez, cette question a été aussi posée à son Excellence, Monsieur le ministre des Mines. La plus grande difficulté, c'est quoi? Il y a même un président des coopératives minières qui disait, il y a par exemple les responsables de Moumi, de Mutanda Mining, qui disaient non, les artisanaux sont venus nous envahir dans notre mine, ça fait 5 ans. J'avais aimé la pensée du président de la coopérative qui a dit, bon, et ils parlent de 5 ans, mais ils sont venus nous trouver là-bas. Je vais poser la question. Quand ils achètent les titres miniers au CAMI, ils achètent et les cimetières de nos pères, et les forêts, et les petites rivières. Cette question-là ne concerne pas l'artisanat minier pour l'environnement. Parce que nous, des fois, on y travaille bien. Et comme au niveau des industriels, il y a les études d'impact environnemental qui sont prévues, qui doivent être déposées au niveau de la commission interministérielle. Donc chaque société doit respecter les cahiers de charges. Si une société ne respecte pas, il faut frapper. Et ça ne relève pas du SAEMAP. Ça relève du pouvoir central qui a la responsabilité, je vais parler du cadastre minier qui a la responsabilité de gérer les sociétés à grande échelle. Alors quelle est la contribution du secteur artisanal encadré par le SAEMAP dans les recettes qui sont récoltées au niveau du trésor public? Mais nous ne sommes pas un service d'assiette, malheureusement. Nous, on n'est pas comme la DGRAD, on n'est pas comme la DGDA. Nous, on assiste les sociétés minières. Nous vivons avec les frais en rémunération des services à rendre. Vous devriez être un service d'assiette en principe. Non, exactement, parce que génère de l'argent. Oui, le code ne nous a pas donné cette possibilité. En principe, les $5 000 qui est payé au niveau de la division des mines au travers de la DGRAD devait servir au SAEMAP comme un acte générateur de recettes. On ne nous associe pas, mais on nous donne la responsabilité d'encadrer les coopératives au travers des EA, alors que le commencement de la genèse déjà, nous sommes écartés. Il fallait que nous participions dès la genèse, quand on commence déjà à former une coopérative minière. Ça devait servir comme l'acte générateur de recettes pour les SAEMAP. Malheureusement, ça ne nous a pas été donné. L'article 542 heures du règlement minier nous parle de l'impôt forfaitaire. Mais cet impôt n'est pas corté par les SAEMAP, malheureusement. Il faut que le ministre des Mines et le ministre des Finances signe un arrêté qui définit l'applicabilité de cet arrêté. Au moins, la DGI, pour lui, il estime que tout ce qui se fait dans les petites mines doit être basculé dans les grandes échelles. C'est là que nous trouvons la difficulté. D'où, j'avais même adressé une lettre à mon collègue, le DG de la DGI, pour qu'on en parle sur ces points-là, comment nous pouvons commencer à récupérer cet acte. Malheureusement, jusque-là, la lettre est restée morte, on n'a pas encore trouver un compromis avec les DG de la DG. Alors, on s'achemine vers la fin de l'émission. Monsieur le DG, dans tout notre tunami balemisa tonalingala. Ok. Ozali mokonzi ya SAEMAP. Donc, yoza kolandela bato yo bazako sala misala ya mine na maboko ba boto benga ba artisanaux bazoko kobimisa ba or ba cassiterite bipai na bipai. Sikoyo olobi te yo ozali concadrer bango. Merci beaucoup, cher Eric.
biso bapesi biso responsabilité ya encadrer ba congolais na nzela ya ba coopérative minière. Coopérative eza lisanga ya ba congolais. Donc eza lisanga ya ba congolais basi âgé ou ba mibali ou baza déjà ba komi na âge moko majeur. Donc loi ya biso ya code minier ya règlement minier et boyi ba congolais ba travailler lisusu en divagation na solo o ya kena ndenge na yo ya kena ndenge na ye. Yango wana ba congolais ba ko se regrouper o ya na carte de lecteur na ye o ya na photocopie ya passeport na ye ba komi 20 ba futi mbongo na bango $5,000 na ba division des mines kuna ba matina dossier wana ti ndenge okome pa ministre des mines a signé arrêté après azongi silinga yango ngainde na ko notifier bango pour arrêter ya ministre des mines et soukélité que ceux qui déjà ont arrêté aucun de ça il faut arrêter ça lokola ordonnance ceux qui ba nommé lelo okobanda musala lelo te il faut que ministre na yo ya titel wana recours mandataire a notifié yo pour obanda musala. Donc c'est comme ça que les choses se passent dans le niveau ya artisanat minier. Ouais, bisonde to ko installer bango, bisonde to ko encadrer bango. Ceux qui ba moni ba agent à SAEMAP, ba lati, ba gilet, ou ba komi SAEMAP te, pas les responsabilités na biso. Et puis biso tozo encadrer ba congolais na ba site minier. Et là quoi il faut na préciser parce que des fois il y a les dérapages. Ils ont salement na ba congolais, ceux qui ba congolais ba se ba longo de na ba site minier ba communauté nanzela. Ba comme ça là ba désordre net ya ba pillage banine. Ils ont le pouvoir ya déjà salement te, ils ont le pouvoir ya ministère de l'intérieur au travers la police pour ba sécuriser la population. Biso mouvement na biso ils ont encadrer bango na kati ya ba site minier. Ceux qui totali mabulu, li boulot est commis à combien de mètres? Est-ce que danger zate? Est-ce que koko il a bangote? Nde yango basinginga na sala ba vie technique sûre yango na ko permettre na signer ta vie technique ya découverture pour na ko permettre ata des machines ya pele koti elongoli ba mabele elongoli ba nzete ba salité parce que ezali exploitation moko ezo salema na ba machette na ba ou na ba bêche. Il faut leur permettre ya kolongola ba mabele na ba nzete ya makasi pour ba koma na niveau ya roche oyo minéraux ezo sala. Donc, mais ceux qui les autres hommes na ba site minier, ba soda, ba militaire, ba machine belé, ba tubayiwana wono les exploitations artisanales, c'est du faux. Wana tozo benga bango ba illégaux, ba tiandengo wana il faut ba kanga bango toko mima bango na loi parce que bazana droit ya ko exploiter minéraux ndenge wana te. Soit bazala na coopérative, soit bazala ba détenteur ya titre minier. Il y a permis de recherche, ou bien permis de recherche et de rejet, ou permis d'exploitation. Et puis, ça y est, ils ont un pouvoir, il y a qu'au contrôle, ces autres-là, des matériaux de construction dans chaque province. Partout, bazo sala ba kayas, ba moelon, ba zelu, ba nin, ba janyo, ça il faut baza la place one. Pour total ndenge nini makambwana eza encadré pour ba gouverner rebelle tam sous ba sa confusion ba qualité ezali pouvoir na bango wana eza pouvoir qui relève toujours pour SAEMAP et SAEMAP nazo préciser ezali service public ya l'état congolais oyo ba créer eza na autonomie financière nango eza sous tutelle ya ministre des mines ezali na autonomie administrative déjà SAEMAP azo dépendre na ministre des mines na premier ministre na président de la République déjà SAEMAP ako dépendre na gouverneur te même ba directeur o na na province bazo dépendre directement na gouverneur pas avec des ministres provinciaux c'est ko pesa bango bambongo pesa ba to sala na ba site artisanaux pesa bambongo pe banani wana bato basala kuna ba créer au pesa bango oui toi assistant ka ba créer rebelle ba bi que à chaque fois par exemple dernièrement tango descente ya chef de l'État zakina na lab toi assister bango to sumbele bango ba bâche to sumbele bango ba kaliko to pesi bango moi ba transport les SAEMAP a toujours été là pour accompagner ba artisanaux et les artisanaux connaissent ça même ceux qui ba kwei na mabulu ba tomber ba malade nous les assistons toujours pour nani siko bo cité ba ndenge ni ba minéraux na biso bazo exploiter na ndek bato wana ezo kokende na Rwanda non minéraux na biso bandai kokende na Rwanda na régime passé parce que ba restaurant qui système wana lokola non régime na biso ya Félix Tshisekedi depuis qu'il est là tozo travailler jamais minéraux na biso ceux qui minéraux ebimi ezo bima na ba zone o ezali occupé na ba rebelle wana ba miyibi wana mais yambote rebelle banda na Ruba banda ko kene peka na nyonso wana moni ba frustration wana c'est parce que toye na système ya ko bloquer ceux qui minéraux eza na origine na
yangote biso tozali ba membre ya CIRGL tokoki ko permettre jamais minere na biso bimane wana. Alors comme c'est déjà système oto to kuti na kati ya régime na biso système wana est bandit depuis le temps de Kabila Musée, Kabila père et Kabila fils. Tu bachaki système wana ki muyibi wana ko permettre ba poulet na bango, ba parent na bango, ba banda ko zo minere facilement. Mais tango biso toye na régime na biso to tie fin na ba bêtise wana ndé pesi frustration ba muso ba ke ko sala rébellion. C'est ça le problème. Je rappelle que notre invité, c'est le directeur général de SAIMAP, monsieur Jean-Paul Kapongo. Avec vous, nous allons suivre le panel des ménagères avec Béro Matanda. Sur le marché, les prix de certaines denrées alimentaires de première nécessité sont revus à la baisse avec l'appréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Un pain, par exemple, qui coûtait 500 francs est vendu actuellement à 400 francs. Malheureusement, son volume a un peu baissé et les vendeurs n'ont pas suffisamment des billets de 100 francs congolais pour rendre la monnaie. Un plateau d'œufs qui coûtait 18 000 francs congolais va jusqu'à 14 000 francs congolais à ce jour. Un filet d'oignon qui coûtait 45 000 francs congolais est vendu actuellement à 40 voire 38 000 francs congolais. Certains surgelés ont baissé de prix, à l'exemple des cuisses de poulet. Un kilo de chinchard est à 7, 8 voire 10 000 francs congolais. Un kilo de poisson salé coûte toujours 27 000 francs congolais. Un carton de viande de bœuf coûte 125 $ américains. Le kilo est à 22 000 francs congolais comme la semaine passée. La viande fraîche coûte toujours 10 $ américains le kilo. Un kilo de queue de bœuf est à 22 000 francs congolais. Un poulet est vendu à 10, 12, 13, voire 15 000 francs congolais, c'est selon le poids. Un sachet de sucre de 5 kg coûte 18 000 francs. Le sac est à 145 000 francs congolais. L'huile végétale n'a pas baissé. Le bidon de 25 litres varie entre 120 et 145 000 francs congolais, comme la semaine passée. Celui de 5 litres est à 30, 32, 35, voire 36 000 francs congolais. Les haricots sont vendus comme la semaine passée. Une mesurette ou copeaux coûte 2 800, 3 500, 4 500, voire 5 000 francs congolais. La mesurette ou écolo de maïs est à 2 500 francs congolais. Les bananes plantains sont vendues comme la semaine passée. Le tas va de 3 000 à 10 000 francs congolais. Un tas de pommes de terre coûte 2 000, 3 000, voire 5 000 francs congolais. Le kilo est à 7 000 francs congolais et le sac est à 50 000 francs. Une botte de feuilles de manioc revient actuellement à 5 000 francs. Elle était à 10 000 francs congolais. Celle de feuilles de patates douces coûte 1 000 francs. Celle des amarantes coûte 1 000, voire 2 000 francs. Celle d'oseille est à 1 000 francs congolais. Une tomate coûte 300, 500, voire 1 000 francs congolais. Un tas de tomates coûte 1 500, voire 2 000 francs congolais. Une mesurette ou écolo de piment coûte actuellement 7 000 francs congolais. Elle était à 5 000 francs. Une pastèque est vendue entre 8 et 20 000 francs congolais. Un ananas est vendu jusqu'à 20 000 francs congolais. Une orange varie entre 500 et 2 000 francs. Merci bien, maintenant on vous retrouve la semaine prochaine avec, alors j'ai 2-3 questions avant de nous séparer. Aujourd'hui, c'est questions courtes, réponses courtes. Aujourd'hui, on parle de deal RDC États-Unis, mine contre sécurité et soutien diplomatique. C'est un projet salutaire pour le Congo. En tout cas, ce projet, je salue en félicitant le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le garant de bon fonctionnement de toutes les institutions, qui a pensé pour la première fois de mettre la RDC à la place qu'il fallait. Parce qu'il fallait, vous savez, Toutaki, ba forum ebele, na Nini, na Arabie Saoudite, na Qatar, partout là, le pays doit être respecté. Aujourd'hui, si nous procédons à ce partenariat, en tout cas, le pays sera respecté. Moi, je pense que, pour moi, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire, mais je salue déjà l'initiative en amont, en aval, et je soutiens et je valide ça à 100%. La RDC a suspendu l'exportation du cobalt. Est-ce que les résultats sont positifs ou Très positifs. Vous avez vu le minimum que ça a permis de quitter les montants même qui étaient fixés par tonne. Donc, avec cette mesure qui a été prise par Arescom, ça nous permet d'avoir clair sur notre propre cobalt. Dernière question. Quelle est votre vision pour le SAIMAP? Et voilà, j'ai une grande vision. Je veux faire du SAIMAP un moteur du développement de la jeunesse congolaise pour remonter la classe moyenne. Vous y arrivez comment? Je voudrais quitter SAIMAP tout en laissant des jeunes millionnaires.
comme j'en ai déjà quelques-uns que nous avons essayé d'encadrer. Et j'ai une grande vision. D'ici là, je vais échanger avec Excellence, Monsieur le ministre des Mines, parce que pour la première fois, la République démocratique du Congo va avoir un forum que nous appelons l'artisanat minier de la RDC responsable. Donc, où il y aura beaucoup de partenaires, des panélistes qui viendront parler de mines artisanales de la RDC. On nous a donné les statistiques par la Banque mondiale, nous avons les statistiques de la CTCPM, mais nous voulons aujourd'hui montrer au monde entier que l'artisanat minier congolais est responsable et les gens peuvent venir investir et nous allons les accompagner. Je rappelle que notre invité, c'était le directeur général du SAIMAP, Monsieur Jean-Paul Kapango. Merci d'avoir répondu à l'invitation du Jeudi économie. C'est moi, cher Eric. Merci aussi de nous avoir fait cet honneur. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à Miguel Mena qui a réalisé cette émission. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook, Jeudi économie avec Eric Kambago. À très bientôt. Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi économie. Chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi économie, émission présentée par Eric Kambago.